Salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Maverick. Salut Maverick. Salut Corentin. Donc, si je suis aujourd'hui avec toi, c'est pour que tu nous parles un petit peu de la marque que tu as repris avec d'autres personnes. Avec des associés, ouais, tout à fait. Moi c'est Maverick, je suis un des repreneurs de la marque de Mona. Donc on est 5 associés, dont un des associés qui est un des fondateurs de la marque. Et donc cette marque-là est une marque bordelaise fondée en 2012. D'accord. À l'époque par trois fondateurs bordelais, enfin en tout cas girondins. Donc avec un vrai ancrage local sur Bordeaux. Et on a repris, donc avec d'autres associés, donc on est 5 maintenant, et on a repris officiellement au mois de mars 2023. 2023. Ah, 23, de cette 2023. Ah oui, année. d'accord, je pensais que c'était il y a 2-3 ans, d'accord. Non, exactement, on a repris là. En gros, on s'est rapproché de Mona, on va dire, depuis une grosse année. Okay. Et on a officiellement signé au mois de mars 2023. Ok, et je savais pas non plus, il y avait un des fondateurs. Alex, qu'on salue. C'est ça ? Ouais, exactement. Alex, c'était qui avait continué. Ouais. Okay. Et en fait, donc c'est une marque qui a été créée donc à Bordeaux en 2012 par donc 3 jeunes qui étaient très proches d'origine de Soulac, qui ont donc créé cette marque. Donc en 2012, pour rappeler un peu le contexte, il y avait très peu de micro-marques en 2012, France. c'est sûr que c'était le début. Il y avait, je crois, Marchlab qui s'est lancé avant en 2008, quelque chose comme ça. Il y avait Marchlab et il y avait aussi. Et il y avait, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Et ils ont créé cette marque-là justement pour apporter quelque chose de différent aux marques, on va dire, un peu institutionnelles et bien établies sur le secteur horloger. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas dérogé à à ce qu'ils voulaient faire, mais c'est vrai qu'elles sont quand même assez originales et très intéressantes. Très différentes pour l'époque. Et voilà, donc du coup, c'était vraiment le leitmotiv des 3 fondateurs. De proposer quelque chose de différent, mais avec un ancrage aussi régional et proposer quelque chose qui soit vraiment différent d'un point de vue design, en associant un peu le brut et le raffiné à la fois. On le retrouve vraiment dans les montres. Ouais, qu'on retrouve beaucoup dans la première gamme qu'ils ont sortie, Héritage, du coup en 2012 ou 2013, et qu'on a absolument voulu garder, en tout cas dans l'ADN de la marque. Et ces montres-là, vous les aviez présentées dans la vidéo du copain Julien sur exactement. Il y a 3 ou 4 mois, je crois. Ouais, avant l'été, quelque chose comme ça. Parce que là, aujourd'hui, en fait, si on fait cette vidéo, c'est parce qu'aussi, vous avez annoncé, puisque on peut les commander actuellement sur le Kickstarter. Exactement, depuis, donc là, on est le 10 aujourd'hui. Le 10, ouais. Elles sont sorties le 9. Depuis hier pour la soirée. Voilà. Hier. Donc la nouvelle collection est sortie exactement. En ce moment, on peut les commander sur Kickstarter. Sur Kickstarter, tout à fait. Jusqu'au 22 Jusqu'au 23. Jusqu'au 23. 23, et on fait le 22 la soirée chez Aurel. Voilà, soirée, je pense qu'on peut le dire, soirée 22 chez Aurel, ils seront contents. Exactement. Ça fera de la pub aussi. Ouais, tout à fait. Et où on pourra aussi voir les montres, les Bordelais, ça sera l'occasion aussi de voir les montres. Et donc, donc on a voulu vraiment garder ce leitmotiv de départ sur aussi cette montre-là. Et en fait, on a repris la marque dans l'idée de justement garder son ADN d'origine de la marque, mais en y impulsant les choses que nous on aimait aussi. Oui, en l'amenant vers de nouveaux horizons avec du mécanique et tout ça. Exactement, avec une montée de gamme dans le sens où on voulait apporter quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Je comprends. D'un peu plus travaillé. On a entre nous tous, entre les 5 associés, on a une bonne culture horlogère de ce qui se fait, de ce qu'on aime, de ce qui est apprécié, etc. Passionné avant en fait. Ouais, exactement. En fait, dans les 5 associés, on est 2 qui travaillent depuis longtemps dans l'horlogerie. D'accord, ok. Donc toi, tu travailles déjà dans l'horlogerie. Enfin, tu travaillais dans l'horlogerie avant. Non, je travaillais pas dans l'horlogerie avant. Je suis ingénieur en génie mécanique. En fait, c'est vrai que je ne me suis pas présenté au début, mais on aurait pu commencer par ça. Mais ouais, je suis un ingénieur en génie mécanique et j'ai en gros travaillé depuis la sortie de mes études dans le domaine industriel donc dans la gestion de la mécanique, etc. Et je suis passionné d'horlogerie depuis que je me rappelle, quoi. Donc la mécanique et l'horlogerie sont un peu liés. Il y a quelque chose dans le design de ces montres qui rappelle le côté un petit peu industriel d'ailleurs. Mais pourtant, c'était déjà le cas avant que toi tu sois dans la marque. Donc finalement, tout à fait. Mais c'est pour ça aussi que je suis tombé amoureux de cette marque-là. Je comprends. Parce que
Je me retrouve dans la philosophie de la marque, dans l'âme des choses. Pour ceux qui regarderont le film Manifeste, que je trouve magnifique, etc., et qui représente bien un peu la philosophie de la marque qu'on propose. Et le design qui a un côté un peu industriel, artisanal, etc. Donc du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé en fait quand j'ai suivi cette marque. Et c'est pour ça que je m'étais rapproché des fondateurs pour pouvoir commencer un peu à travailler avec eux, quoi. Ouais, pour redynamiser, parce que c'est vrai que ça c'était un petit peu... Ouais, depuis 2016-2017, en fait, parmi les 3 fondateurs, il y en a 2 qui sont un peu partis faire d'autres choses, parce qu'il faut savoir que quand ils ont créé la marque, ils avaient une grosse vingtaine d'années, donc assez jeunes. Plus de 10 ans maintenant. Exactement. Et du coup, 2 sont partis faire d'autres choses, sans pour autant délaisser la marque, mais donc du coup, la marque a perdu un peu de dynamisme, etc. C'est un peu, on va dire, endormi, elle est restée sans pour autant être complètement fermée. Et donc nous, là, on arrive pour justement essayer de la redynamiser et de secouer un petit peu. Et donc, premier modèle de cette nouvelle ère finalement. Exactement, tout à fait. Et donc, pour nous, c'était important de proposer, parce qu'à l'époque, donc jusqu'à avant qu'on arrive, ils proposaient que des modèles quartz. Et donc pour nous, c'était ultra important de passer cette étape du quartz à l'automatique. En tout cas, du quartz à la mécanique. Déjà, ça a été un débat. Ça a longtemps été un débat en interne de savoir si on proposait un automatique ou un manuel. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'au final... Parce qu'en fait, par rapport, on disait tout à l'heure, à l'âme des choses, on trouvait ça très, très important. Donc on se dit que tout objet a une âme, a une valeur, a une histoire, etc. Mais j'invite les gens à aller voir justement la vidéo que vous avez fait Manifeste. La vidéo Manifeste, la voix et la musique, ça marche incroyablement bien. Moi, je l'ai écouté 150 fois, je pense que je mets des frissons à chaque fois. Je n'ai pas écouté autant, mais je trouve que franchement, très très belle. Je mettrai le lien dans la description pour que les gens y voient. Et donc du coup, vu qu'on voulait avoir ce rapport à l'objet un peu démultiplié, on s'est dit que avoir une manuelle dans les mains et que c'est toi qui apportes l'énergie à ta montre tous les matins, ça résonnait, tu vois, ça faisait un petit quelque chose. En fait, on a basculé sur l'auto parce que il y a beaucoup de personnes qui nous ont plutôt conseillé de dire que l'auto est quand même plus simple au quotidien et ça enlève en rien à l'homme des choses. Oui, parce que tu peux quand même la remonter à la main en fait. Exactement, et t'entends, tu sais que c'est un mouvement mécanique à l'intérieur, etc. Donc on a fait le choix de la raison en proposant cet automatique. Je pense d'ailleurs qu'on va pouvoir rentrer dans la partie de la montre complètement. Je pense qu'on va d'abord pouvoir parler du boîtier parce que franchement, le boîtier de ces montres, je pense que c'est ce qui caractérise peut-être le plus, en tout cas déjà à l'extérieur, la marque Mona. Clairement. En fait, moi je te dis déjà ce que j'en pense et après tu vas pouvoir rentrer dans les détails. En fait, quand on regarde les anciennes collections, ça reprend le même côté brut, industriel, mais en apportant des finitions et un soin au détail qui est largement amélioré. Que ce soit avec la lunette, on voit qu'il y a eu un choix de poly brossé sur tout le pourtour. Après, on voit qu'il y a... Puis quand on regarde la forme, on voit que ça a été un petit peu retravaillé. Avant, c'était très brut, carré. Quand on l'a regardé comme ça, c'était droit, voilà. Et maintenant, on voit que vous avez cassé les arêtes, tout ça. Et je trouve qu'on retrouve l'ADN, mais il est vachement mieux, vachement amélioré, vachement peaufiné. En fait, on a voulu proposer d'autres choses parce qu'effectivement, c'était sur la première, tu l'as très bien résumé, je trouve, sur la première gamme qui s'appelle Héritage, c'est très brut, droit, c'est un cylindre qui est posé sur le poignet. Et en fait, on a voulu quand même garder cet ADN avec cette montre-là. Et quand on la regarde vraiment droite, ça reste un cylindre parce qu'il faut savoir que la spécificité, c'est que c'est des montres sans cornes. Exactement. Première chose un peu différenciant par rapport à des montres, on va dire, un peu plus consensuelles et classiques. C'est une montre qui n'a pas de cornes, donc ça fait vraiment un cylindre qui est posé sur le poignet. Mais quand on change un peu de regard, on voit tout le travail de tranche comme qui est ça, fait, etc. Où on a ultra peaufiné, ça a été des débats, houleux à l'équipe sur comment on arrivait à garder cet ADN tout en proposant quelque chose, mettre le curseur du raffinement un peu plus élevé.
sans, parce que forcément ça allait prendre de l'épaisseur en passant d'un mouvement quartz avec un mouvement automatique à l'intérieur. Donc on voulait proposer un diamètre contenu, parce que souvent les boîtiers sans corne, pour avoir une épaisseur assez contenue, sont assez larges, souvent du 41, 42, 43 mm. Nous, on voulait rester en dessous des 40. Et oui, à proportion, tu veux dire. Exactement. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, on voulait qu'esthétiquement, le ratio diamètre-épaisseur soit visuellement parfait. Et donc, on a énormément travaillé la taille des chanfreins, les effets sur les chanfreins, que ce soit sur ceux de la lunette ou ceux qui sont en dessous de la carrure, pour que visuellement, ça reste, ça reste avec un petit effet, quoi. Waouh. Il y a une sorte de ratio que j'aime bien, en fait, c'est le ratio entre la longueur. Bon, là, du coup, c'est le diamètre, puisque comme elle est ronde et qu'il n'y a pas de corne, le corne à corne, c'est aussi le corne à corne, c'est le diamètre. Ça fait 39 partout. Exactement. Et c'est vrai que pour que la longueur par l'épaisseur, c'est très important quand même. Exactement. Il y a certaines montres qui sont en 39, mais qui font avec des chronos quand elles font 16 mm d'épaisseur. On dirait la tour de Pise sur le poignet. Exactement, c'est un portable, etc. Et là, c'est vraiment pas le cas. Et oui, c'est vrai. Et on a même été agréablement surpris parce qu'on l'a essayé sur plein de typologies de poignets et ça va à tous les types de poignets. C'est impressionnant. Et même sur des poignets féminins. Ça ne m'étonne pas du tout. On s'y attendait pas et c'était vraiment une bonne surprise visuellement de voir que ça matchait aussi super bien. Alors au niveau des dimensions, peut-être quand même pour situer, parce que le ressenti, c'est vrai qu'il paraît très... il passe sur tous les poignets. Au niveau des dimensions, donc c'est 39 de diamètre, pas 39 de diamètre. En hauteur, on est à 10,3 mm vraiment de tout, sachant que lunettes le fond de boîte et si on enlève poignet, donc, exactement, mais le fond de boîte se voit pas. Et donc si on prend l'épaisseur uniquement carrure lunette, c'est 8,6 je crois, 8,7 je crois. C'est fin et en même temps tu es un peu obligé vu les dimensions comme on l'a dit. Et sachant que c'était un peu un challenge quand même technique de concevoir un diamètre sans corne 39 avec un mouvement auto en ayant cette épaisseur assez contenue, sachant qu'on a un mouvement automatique, un verre saphir qui prennent tout ça, ça prend de la place. Et puis tu as les cornes intégrées surtout aussi. Et les cornes intégrées dans le boîtier. Donc ça enlève encore de la place pour le mouvement à l'intérieur et c'est pas évident à faire quand même parce que d'usiner un truc comme ça à l'intérieur. Non, ça a été, je peux dire que j'ai passé des heures et des heures, je pense qu'on peut dire centaines d'heures sur mon logiciel CAO pour faire rentrer tout ça. Donc c'est vraiment sympa et donc, du coup on a gardé dans l'ADN le molletage croisé donc sur la carrure, sur la tranche, je mettrai des plans vidéo. Un petit zoom qui rappelle un peu ce côté industriel, un peu outil en fait. Il me semble peut-être mieux fini encore que les anciennes, non ? Ouais, on a pas mal travaillé. Ils sont super nets. Exactement. Et puis on a vraiment repris la typologie du molletage avec vraiment cette forme donc du coup qui est un peu convexe à l'intérieur des carrés. Tu feras des petits zooms dessus. Ah oui, carrément. Alors vraiment, c'est compliqué à voir, mais c'est vraiment du détail. Ouais, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et sur la lunette, on a aussi beaucoup bataillé la forme de l'angle pour la transition avec le verre et tout ça. La taille du chanfrein, l'épaisseur de la lunette sur le pourtour et tout. C'est vrai que si vous aviez fait une lunette qui directement allait vers le verre, ça aurait peut-être fait un angle un peu moins réussi. Et en fait, ça perdait le côté un peu brut aussi de la montre. Et à l'inverse, notre philosophie de départ, c'était d'avoir vraiment un tout petit chanfrein. Et en fait, le ratio diamètre-épaisseur était plus bon. Enfin, visuellement, physiquement, le ratio était le même, mais visuellement, ça changeait énormément sur l'effet qu'on avait sur le poignet. C'est des détails très importants. C'est des détails ultra importants. Nous, on a fait, je sais pas, une vingtaine de prototypages là-dessus, je pense. Mais... Comme le choix de la finition. Vous auriez mis du poli, là, ça marcherait pas du tout pareil. Enfin, je sais pas si ça marcherait, mais en tout cas, ça rendrait pas... Le côté industriel serait beaucoup moins présent que... Tout à fait. Alors, on a quand même fait des prototypes avec du poli, parce qu'on voulait en avoir le cœur net que ça marcherait pas, et en effet, ça marchait pas du tout. Ça m'étonne pas. Et on a fait aussi beaucoup de prototypes en brossé, radial, droit et en sablé aussi. En sablé alors, en sablé ça rendait pas... Et en sablé ça faisait quelque chose. Mais ça faisait peut-être plus tous les moins raffinés quand même. Hein. Exactement, mais le curseur du raffinement était plus au même endroit. Et du coup, surtout sur la lunette où on trouvait que ça avait son importance, du coup que le brossé a naturellement été... Comme ça, c'est bien, je crois. Un vote à l'unanimité au sein de l'équipe. Ouais, je comprends. Ce qui marche bien avec ce boîtier tout rond en fait, c'est, je trouve la couronne, c'est pareil, il y a eu du design là-dessus parce que je vois qu'il y a un petit point blanc ou noir en fonction des finitions. Je pense que c'est par rapport à la couleur du cadran. Et c'est vrai que, exactement. En fait, c'est vrai qu'habituellement sur les couronnes, on retrouve le logo sur les marques, on va dire un peu très classiques, etc.
Et là, on a repris une idée de design d'une des premières montres héritage qui était sortie, mais qui a été enlevée par la suite. Mais nous, on a repris parce qu'on trouvait ça l'idée très intéressante d'avoir en fait juste un point de couleur à l'intérieur de la couronne qui reprend la couleur principale du cadran à l'intérieur. Ah, mais surtout, c'est la même couleur que le cadran en fait. Exactement. Ah, okay. Donc là, par exemple, sur le cadran vert, le point de couleur est vert. Sur le cadran bleu, le point de couleur est bleu. Ah, ça vous oblige à faire des pièces uniques, enfin uniques en tout cas, bleu pour bleu. Exactement, la couronne est spécifique pour le modèle. C'est pas une couronne spécifique pour toutes les montres. Bon, évidemment, il n'y a pas de protège-couronne, ça paraît évident parce que sinon ça casserait complètement la symétrie. Et puis on reste sur une montre plutôt, une daily watch, quoi, vraiment une citadine de tous les jours. Qui est étanche à combien de mètres ça? Alors on l'a fait étanche 10 bars. Ah oui, c'est bien. Ouais, parce que voilà, c'est une sécurité. Exactement, une sécurité, on va dire du quotidien, quoi. On oublie de l'enlever pour aller à la douche, on n'a pas envie que la montre soit claquée, quoi. Mais ouais, mais c'est bien parce que comme elle est poussée, elle n'est pas vissée. Oui, donc c'est assez facile de la remonter directement sans la tirer. Et puis en plus le chanfrein à l'intérieur permet une accessibilité à la couronne. Ah oui, tu rentres super bien. Ouais, exactement. Et donc la couronne elle se déclipe direct, c'est assez agréable. Et puis un autre point aussi que je trouve bien, c'est alors souvent tu as le diamètre qui aide pour la manipuler facilement. Puis tu as la qualité des stries qu'il y a dessus. Et là, je trouve on les sent bien, ce qui fait qu'on arrive quand même bien Et il n'y en a pas beaucoup en plus. Oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'elles soient bien nettes. Exactement. Parce que des fois, il y a des montres, c'est un petit peu arrondi et du coup, tu glisses dessus. Exactement. Alors que là, vraiment, tu vois, j'arrive bien à changer l'heure. Et non, ça se fait facilement. Et les stries sont pas beaucoup. Je crois qu'il y en a, si mes souvenirs sont bons, il y en a 12 sur le porteur. Ouais, donc ça rappelle. Et avec un string qui est vraiment pas très profond, etc. Sur le fond de boîte qui est dodécagonal, je crois que ça s'appelle. Ouais, le terme, je me rappelle plus des détails, mais aventurerai pas. Le fond de boîte aussi original. Ça fait presque un peu monobloc quand on regarde comme ça. Exactement. Alors que ça l'est pas, bien sûr, c'est vissé, mais. Tout à fait. Mais ouais, c'est chouette. On voit même pas l'ouverture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est super. Et en fait, c'est un fond qui est vissé. Et donc, ouais, c'est pareil. Il y a eu sur ce fond de boîte, on a designé, je pense, 4 ou 5 prototypes. Ce qui est bien, le côté. Avec des trucs différents types de finitions aussi. Ah oui, voilà, il est poli. Et là, celui-là est poli. La gravure et en fait, on a différents. Tu vois, par exemple, celui-là, il est brossé. Et en fait, on va garder le côté brossé. Alors pourquoi ici c'est poli? Parce que là, c'est que des prototypes. C'est des prototypes. Oui, là, donc là, on n'est que sur des prototypes. Donc là, il y a 5 prototypes. On n'a pas d'autres montres, c'est les 5 prototypes. Et donc là, typiquement, tu peux voir qu'on a essayé un fond de boîte avec poli et l'autre qui est brossé. Et alors, on trouve que l'effet du brossé est beaucoup plus sympa. Surtout avec vu que le fond de la carrure est brossé radial, ben on a alterné avec un brossé droit sur le fond de boîte et le rendu est vraiment intéressant. Non, c'est vrai. Et surtout qu'on trouvait que si on mettait un fond de boîte poli, ça allait certainement avoir quelques problématiques sur les rayures qu'elle est assez vite. Comme ça. Exactement. Ces deux aspects nous ont fait dire qu'on est passé on a opté pour le brosser droit sur le fond de boîte. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le boîtier. Sur le boîtier, on a à peu près tout dit. Bon, on a dit pas mal de choses, mais je pense que c'est important parce que c'est quand même une boîte qui est originale. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est parti de ce molletage, ça donne quand même vachement l'identité de Mona. Un cachet, exactement. Ça fait partie de l'ADN. C'est le truc qui fait que, en plus de tout le travail de finition, mais qui fait qu'on reconnaît une Mona parmi beaucoup d'autres. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément la ref, mais le molletage, c'est un traitement de surface qu'on retrouve sur beaucoup d'outils, par exemple. C'est ce que je t'ai dit la première fois que je t'ai rencontré. Par exemple, les outils horlogers, ils ont ce molletage. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est un molletage de base. Pour changer de bracelet, par exemple. Pour changer le bracelet, souvent, c'est des outils qui sont molletés. Et en fait, c'est un traitement de surface qui permet d'avoir une meilleure friction et donc du coup mieux tenir ton outil, etc. Tu le vois là quand tu tiens le bord, ça tient. Et donc voilà, donc là on l'a stylisé pour pas qu'il y ait autant de friction parce qu'on n'a pas envie que ça déchire nos chemises quand on porte la montre. Mais en tout cas, l'esprit est là de ce côté un peu, on va dire, industriel, outil aussi qu'on retrouve. On va pouvoir passer donc. On va pouvoir passer au cadran. Cadran, exactement. Donc le cadran, je trouve qu'on a un petit peu l'ADN, tu sais, un peu comme chez les marques allemandes, alors pas forcément le Bauhaus, mais quelque chose qui rappelle toujours le côté industriel allemand aussi, je trouve. Très droit, très. Exactement. Alors là, il est très flat. Oui. Alors je sais pas si je pense que c'est voulu pour aller avec le reste. C'est voulu pour aller avec le reste. Ça marche pour deux raisons. Parce que on trouve que ça matche très bien avec l'identité de la marque.
on veut quelque chose de très... Alors, le terme minimaliste, c'est le premier qui vient à l'esprit quand on en parle, mais on veut quelque chose en fait de facile, d'épuré, de pas chargé, et donc le fait que ce soit plat, ça rajoute. Tout à fait. Ça va complètement dans ce sens-là. Et la deuxième chose le deuxième point pourquoi on a voulu garder ça aussi, c'est que c'est nous qui faisons nos cadrans nous-mêmes. Donc on a un atelier dans notre atelier à Bordeaux, c'est nous qui faisons la peinture et la typographie. C'est bien ça, parce que c'est pas toutes les marques qui font. Non, exactement, tout le monde fait pas ça. Mais c'est nous qui faisons la peinture et la typographie de nos cadrans. Et donc on a acheté une machine de typographie qui nous permet, donc la typographie c'est une machine de transfert par encre, donc de transfert. Et donc on vient typographier nos cadrans. Sur le laiton peut-être. Alors c'est quoi? C'est une couche de laiton En fait on a le cadran, qu'on reçoit les cadrans nus, on vient les peindre et ensuite on a donc en fait une plaque métallique où il y a la gravure du cadran qu'on vient remplir de peinture et par une sorte de poire on vient transférer l'encre qui est dans ce cliché-là pour venir remplir dans le cadran. Et donc c'est ultra satisfying comme on dit un petit peu parce que on voit le cadran prendre vie un peu. Tu vois, quand tu enlèves la poire, tu as un cadran qui est nu juste avec la peinture. Ça me fait penser. Tu enlèves la poire et pouf! Tu sais, des peintures sur certains murs où tu as des artistes, ils mettent le premier calque, ils peignent, ensuite ils mettent un deuxième, troisième, et tu as le dessin qui se forme. C'est un peu comme ça. C'est à peu près le même esprit. Et alors, quand on regarde ces cadrans, c'est vrai qu'il y en a. On pourrait presque diviser un peu ces sec-montres en deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux qui ont les cadrans Tuxedo. Exactement. Et les deux qui ont le cadran uni. Et c'est vrai que ça rend très différemment. Il faut vraiment essayer les deux. Parce que celle-ci, alors moi c'est marrant, mais ça me fait plus penser à de la Tool Watch. Parce Elle a un côté un peu plus sportif. Ça rend ça rend le centre du cadran, ça le rend un peu plus petit, un peu plus centré, ça donne plus de robustesse, j'ai l'impression, à la montre. Oui, certainement. Parce qu'on dirait que ça prolonge un petit peu le métal. Exactement, c'est l'effet Tuxedo qui fait un peu ça. Et le fait que ça soit noir aussi. Je pense que sur celle-ci, c'est clair. Et alors que celle-ci fait plus aéré, fait plus. Exactement, plus aéré, c'est le bon terme. Voilà, je pense que c'est. Et c'est vrai que c'est deux alors c'est pas des finitions, mais deux façons de faire les cadrans qui sont intéressantes et qui sont complémentaires. Tout à fait. Et j'aime beaucoup aussi les marqueurs là, à 6 heures. Là. France, c'est chouette d'avoir marqué France. France, marque déposée, comme ça en smile un peu, ça me rappelle les Tudors, tout ça. Exactement. Je trouve que c'était les plus jolis d'ailleurs. Avec la phrase latine qui est un peu notre maxime sur cette collection. Vulnerant Thomes, Ultima Nectar. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc c'est une phrase latine, et ça peut se traduire en français par toute blesse, la dernière tue. Et c'est une maxime qu'on retrouvait beaucoup sur les frontons et sur les églises début du millénaire, etc. Donc les églises romanes, donc. Exactement. Et qui est une maxime qui veut simplement dire que le temps passe et que... Oui, bien sûr. Mais c'est chouette de l'avoir marqué en arc de cercle, et je trouve que ça s'intègre... C'est pas une police trop grosse, ça reste très discret. Quand tu la regardes à une certaine distance, faut la regarder pour vraiment le voir, mais ça apporte quelque chose. Moi, j'aime pas trop les cadrans où c'est totalement vide. Très vide. Je trouve que ça me dérange pas d'avoir certaines écritures dessus, surtout que là, le logo Mona avec l'inscription, enfin le logo, là, c'est 2 drapeaux, je crois. 2 étendards. 2 étendards avec Mona. Je trouve que franchement, il y a des logos, des fois, on trouve que c'est compliqué. Là, c'est vachement bien intégré avec le Mona autour. Exactement, et je trouve que c'est tous. Il y a une certaine harmonie, une symétrie en fait dans le cadran qui est assez chouette. Et en plus, évidemment, pas de date, heureusement. Parce que là, franchement, ça serait pas du tout, ça n'aurait pas été, je pense, sur ce cadran. Non, pas du tout. Je sais pas si vous avez essayé, mais même. Non, la question n'a même pas été sur la table. Et puis les aiguilles cigarettes. Aiguilles cigarettes. Qui étaient déjà présentes sur les anciennes. Sur les anciennes héritages, effectivement, c'est un code aussi qu'on a gardé, qu'on appelle donc aiguille cigarette, parce que l'aiguille des heures, en fait, la pointe de l'aiguille des heures est une couleur différente. Des cigarettes, quoi. Voilà, exactement. Et donc là, la pointe des heures match avec la couleur de la trothèse. Et du bracelet, j'ai l'impression, non? Et du bracelet, quasiment, non, quasiment. Pas sur toutes, mais sur certaines. Mais par exemple sur celle-là. Par exemple celle-ci, sur la Billy, donc qui est le cadran crème, la pointe des heures et la trotteuse est couleur abricot et qui vient rappeler un peu le camel du bracelet. Parce qu'elles ont toutes un petit nom du coup. Elles ont toutes un petit nom.
Ouais, là, tu as Syrah, Billy, Scarlett, Vesper et celle-là, la Frida. On en parlera. C'est bien quand il y a des petits. Enfin, en tout cas, On déjà, a un le peu modèle, trippé c'est sur- bien qu'il y ait un nom sur le modèle. Ouais. Il y a carrément un nom sur chaque. Ouais, exactement. Mais c'est bien ça, parce que parler en référence, c'est parfois un peu compliqué. Quand même. Ouais, exactement. Et nous, il y a un côté un peu, comme on l'a dit tout à l'heure, des choses. Et donc, du coup, le fait de personnifier C'est les vrai. montres, ça vient fait. rajouter aussi un peu ce côté-là. Donc, ce qui nous importe beaucoup pour nous. Mais voilà. Bon, et donc, très du coup, chouette, donc, ce cadran. tu l'as parlé, on a 3 modèles. Donc là, on a 4 modèles de la collection permanente. Donc, ces 4-là. Et on a celle-ci. Ah, celle-là, c'est pas. C'est une La édition Frida, limitée. qui est une édition limitée spécifique pour la durée de notre Kickstarter, Ok. donc du 9 au 23 novembre. Et c'est une montre en édition limitée avec Movember. Et en fait, on s'est associé à Movember pour le relancement de Mona, le lancement de cette collection. Et on a fait matcher la période de notre Kickstarter justement pour matcher avec l'actualité Movember du mois de novembre. Et donc, on propose ce cadran avec une belle moustache. Une belle moustache dessus. Ah oui, c'est vrai, qui oui. est J'avais un le truc qui logo, m'avait marqué, voilà. enfin, je l'avais vu, mais j'avais pas vu qu'il était pas. Oui, ah oui, c'est Avec sympa. le logo de la Movember, de la fondation Movember. Ouais, c'est sympa. Et donc, du coup, en édition limitée. Et donc, pendant toute la durée de notre Kickstarter, peu importe la montre que les gens choisiront, 5% de nos revenus seront reversés à la fondation Movember. C'est bien. Tu veux en parler peut-être de l'association? Ouais, c'est une association qui a été créée en 2003 en Australie et qui a pour but premier de sensibiliser tout le monde, mais bon, principalement les hommes, à la santé physique et mentale des hommes. Parce qu'ils ont fait le constat que la population féminine s'écoutait beaucoup sur leur santé, etc. Et pas du tout les hommes. Et qu'ils s'occupaient très peu d'eux. Et donc, quand ils avaient des pépins de santé, faisaient toujours retarder un peu le truc. Et du coup, avaient des séquelles beaucoup plus graves que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient pris à temps toutes les maladies. Ouais, donc un des premiers créneaux, c'est c'était le cancer des testicules et le cancer de la prostate pour les hommes. Donc le premier cancer testiculaire qui intervient beaucoup sur les hommes de 30-40 ans et le cancer de la prostate pour les gens au-delà de 55 ans. Depuis quelques années, ils se soucient aussi beaucoup de la partie psychique et donc avec les préventions des suicides pour les hommes. Parce que je crois qu'un homme se suicide tous les heures en France. Je vois dans mon milieu. Et dans le monde, dans le monde, c'est un chiffre qui est énorme. Et je crois que c'est 80% des hommes, des suicides sont causés par des hommes, etc. Donc ils sensibilisent et se mobilisent beaucoup sur ces sujets-là. Et nous, c'est le sujet qui nous tenait à cœur aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché d'eux pour aider. Voilà. C'est super. C'est une bonne action. La petite moustache aussi. Ah ouais. T'es à fond. C'est quoi, c'est un pins en dessous? C'est un pins, ouais, c'est un petit pins moustache. Bon, ça leur fait un peu en plus de la... Ah, mais c'est pour ça? Non, entre autres, ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Je la porte à l'année, mais c'est aussi pour moi, je pensais que c'était pour faire comme Goose. Du coup, je le ressemble beaucoup plus depuis que j'ai la moustache. Non, mais c'est vrai. Alors que pourtant, tu t'appelles Maverick. Ouais, exactement. Bon. Enfin bref, qu'est-ce qui se cache donc à l'intérieur de ces montres? Parce que c'est un mouvement qu'on ne voit pas couramment, mais on comprend vite pourquoi. Donc on l'a dit, on sait que c'est un mouvement automatique. Et on a fait le choix d'aller vers du suisse chez Sellita, parce qu'on voulait un mouvement bien entendu fiable, robuste, renommé, haut de gamme, etc. Et on a choisi le SW100 car il a la spécificité d'être tout petit. Et oui, on ne le voit pas souvent, mais c'est vrai qu'il fait 17, je crois, il fait moins de 18, je crois qu'il fait 17,8. 17, Parce qu'en fait, le SW200, c'est un mouvement de 26 ou 27 de diamètre, 26 je crois. Je crois que... 25,6 peut-être. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que dans cette montre, ça ne serait pas rentré à cause du design sans corne, en fait. Donc il faut savoir qu'effectivement, c'est un diamètre 39. Mais du fait de l'attache des bracelets par en dessous, c'est comme si on avait designé une carrure qui faisait 27 mm de diamètre. Et oui, donc forcément, tu ne peux pas rentrer un SW200. Voilà, forcément, tous les mouvements, et il y a même des mouvements qui font 30, 32 mm, etc. de diamètre, forcément, c'est impossible. Absolument pas. Donc voilà, donc c'était un sacré challenge technique de faire un design sans corde avec un diamètre contenu, une attache des bracelets par en dessous,
en ayant un mouvement automatique à l'intérieur. Et oui, non, mais c'est vrai qu'on se rend Voilà, pas compte, ça a été, mais c'est rarement un petit challenge. Il n'y a pas tant de monde que ça sur le marché qui ont une telle contrainte. Exactement. Donc le SW100, c'était vraiment cool de pouvoir faire ça. Ah, j'imagine, oui. C'était vraiment sympa. Alors, tu es parti, en fait, dès le début du projet, alors, tu as commencé par le design ou tu savais directement que tu allais devoir mettre un mouvement petit? Non, en fait, là, on est vraiment... C'est vrai qu'il y a souvent deux philosophies de conception. Soit on part du mouvement qu'on veut et on design une boîte en fonction. Nous, on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on est parti des spécifications qu'on voulait esthétiques, donc le diamètre 39. En tout cas, entre 38 et 40, c'était vraiment notre brief initial. On a fait différents protos 3D justement pour voir quel était un peu le meilleur diamètre qu'on voulait. Le 39 est sorti comme étant celui qui correspondait le plus. Oui, c'est une taille Donc on est parti sur ce 39. On voulait une épaisseur assez contenue et le diamètre, et donc forcément avoir le bracelet, l'attache par en dessous comme sur les héritages première collection de Mona. Et donc en fonction de ça, on a commencé à designer une boîte et c'est à la suite de ces étapes-là qu'on s'est dit ok, maintenant quel espace on a pour accueillir un mouvement. Et donc on avait je sais plus, peut-être 18 ou 19 mm de diamètre disponible. Ah ouais, et donc c'est là qu'on a fait nos benchmarks. Sachant que dans le benchmark des fabricants on voulait quelque chose de fiable, robuste. Oui, tu veux pas un chinois inconnu au bataillon. Ouais, exactement. On voulait quelque chose de plutôt établi. Et dans l'idée c'est une daily et donc on voulait que n'importe qui aussi puisse réparer sa montre si elle tombe en panne en voyage à l'autre bout du monde, etc. Tout à fait. Donc c'était vraiment une des contraintes. Donc on s'est retourné vers Sellita. Il n'y a pas tant de choix que ça, effectivement. Et donc on a choisi le SW100 de chez Sellita. Ouais, qui est donc un mouvement, alors niveau spec, qu'est-ce qu'il donne ce mouvement? Réserve de marche 42 heures, avec des specs classiques. En fait, je crois que c'est les mêmes specs que le SW200. Oui, en fait, il y a les mêmes grades que sur le SW200. Oui, exactement. Il y a les mêmes possibilités de grades aussi que sur le... ce que c'est dedans ou pas là, c'est le standard, je crois. Standard, c'est le SW100 standard. De toute façon, il n'y a pas de fond ouvert. Non, exactement, il n'y a pas de fond ouvert. Donc, mais il me semble avoir une photo, il est assez joli quand même. Ouais. Et en fait, on s'est posé la question justement de est-ce qu'on mettait des grades différents? Parce que même des fois, tu peux mettre un élaboré à l'intérieur, même s'il ne se voit pas. Toi, tu sais que c'est un élaboré. Ça fait plaisir à l'horloger qui le répare en plus, qui le révise. Mais en fait, quand on a reçu le standard, on s'est dit non mais il est trop. Il est super comme ça aussi. Oui, j'ai vu des belles finitions. Il y a du perlage dessus, ça c'est joli. Et c'est vraiment sympa. Tu vois, je t'enverrai le fond de boîte. Et on a quelques visuels aussi sur notre site. C'est là que je l'ai vu du coup, je pense. Voilà. Et c'est vraiment sympa. Et sur la vidéo manifeste qu'on a aussi, on a mis des plans. Du mouvement. Ouais, Ben il nous a fait des plans de ouf. Où on a justement enlevé le fond et on voit le mouvement intégré dans le boîtier et ça rend vraiment super bien. Ouais. Donc voilà, finalement le mouvement, c'est un bon mouvement. Exactement. Même malgré que ce soit l'un des seuls qui existe, c'est une référence dans le milieu. Enfin, c'est un Sellita. C'est un Sellita fiable et robuste. Suisse. Donc du coup, je pense qu'on peut passer au bracelet. Parce qu'en fait, déjà quand je les ai vus, je trouve qu'ils avaient quand même quelque chose d'assez intéressant. Ils ont une texture un peu suédée, il me semble. Ouais, exactement. On a beaucoup travaillé sur le bracelet pour apporter aussi ce côté un peu raffinement et brut. Oui. Et en fait, ils ont un côté vraiment brut. En fait, ça dépend du bracelet parce que là, il n'y a pas le. Exactement. Celui-là, il est un peu plus lisse. Ceux-là, ils sont un peu plus travaillés avec un tannage différent. Et il y a ce côté vraiment un peu brut aussi qu'on retrouve sur ce bracelet. Il est assez épais, mais il reste ultra souple. Oui, c'est vrai. La qualité, on voit qu'elle est bonne. Il est très intéressant. Ouais. Alors, il vient de. Enfin, je sais pas si tu peux le dire, mais. Oui, il vient de chez Hirsch. On travaille avec référence, donc je pense que c'est important quand même de. On travaille avec eux, donc c'est des bracelets où de très bons rapports qualité-prix. Exactement. Et là, franchement, vraiment chouette. Et ouais, ils sont vraiment chouettes. Moi, autre chose on les a développés sur mesure pour cette gamme-là. Moi, ce que j'aime bien justement, c'est le fait que vous ayez mis c'était obligatoire presque, mais un 18 d'entrecorne.
et qui tombe à 16. À 16, ouais, c'est un 18-16. Et donc, du coup, ça fait un effet assez intéressant. Mais d'un autre côté, vous ne pouviez pas non plus mettre du 20 parce que sinon ça aurait été trop large. Et puis même la proportion entre le boîtier et le bracelet aurait vraiment été la proportion est bonne, mais de toute façon, vous ne pouviez pas mettre plus large. Donc, exactement. Ça tombait bien pour le coup. Ouais, pour le coup, c'était difficile de mettre un 20 en plus là-dessus. Sinon, ça t'aurait mangé l'intérieur du fond de boîte. Et donc là, tu aurais vraiment Je ne sais même pas si on aurait pu mettre un bracelet dedans au final. C'est vrai. Ou alors il aurait fallu augmenter la taille du. Un atto qui passe par-dessus. Par-dessous. Mais justement, ce qu'on voulait pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup en fait de montres sans corne où c'est un bracelet un brin en fait, qui passe en dessous. Parce que c'est plus simple du coup la conception. Toi, tu voulais pas parce que ça voulait garder. Hauteur, ouais, exactement. Et donc on voulait pas faire ça, on voulait garder un bracelet de brin. Donc bouclardillon. Exactement. Elle est jolie. Brossé. Et pareil, brossé. Et en fait, pareil, on a le diable se cache dans les détails. Et vu qu'on veut faire une montre qui reste simple, etc. Sur, tu vois, d'extérieur, il reste simple. Et en fait, j'avais pas vu. Le logo est à l'intérieur. Je me suis dit, c'est dommage, il n'y a pas de logo. Ouais. Et à l'intérieur, effectivement, il y a le logo. Et le logo est à l'intérieur, ce qui fait que, en fait, tu vois le logo quand tu mets ta montre. Ah, excellent. Tu le vois quand tu passes ton brin dans la boucle. Le petit détail qui c'est un peu comme le mouvement qui est joli pour l'horloger. Tu le vois vraiment quand tu passes la montre au poignet. Ouais. C'est ça. Donc non, c'est chouette. Enfin voilà, le choix du bracelet est vraiment sympa. Ouais, bien vraiment fini, sympa. Et on a... Et pompe flash. Ouais, ça, bien sûr. Top. Parce qu'en plus, on propose des bracelets acier, dont un bracelet acier est offert pour les 50 premiers de Early Bird sur le Kickstarter. Et il y a un bracelet... il y a un bracelet acier milanais, donc classique. Il y a un autre qui fait un peu plus... qui est avec des maillons droits, qui est magnifique. Ok. Que j'ai juste là. Je le mettrai, t'inquiète. Et ça fait son petit effet. Ça, c'est l'écran, on en parlera tout à l'heure. Cela. Ah ouais. Ça c'est le bracelet acier. C'est intéressant comme Exactement. Style. Ah oui, à l'intérieur, c'est différent de... Exactement. Et ça lui va super bien. Ah, c'est vrai, ouais. Puis comme il est assez étroit, il rajoute pas un côté super massif à la montre qu'il lui aurait pas, quoi. Et ça change en plus, parce que du coup, pour le coup, lui, il est droit. C'est un 18-18. Et donc, du coup, ça change un peu aussi la philosophie du... En 18, c'est pas grave. S'il était en 22, c'est clair. Ça ferait waouh. Mais parce qu'il est léger, il est quand même léger pour lui. Mais pourtant, il est assez épais quand on regarde, mais c'est bien fait. Hein. Et ça change un peu la vue sur la montre, et c'est vraiment très intéressant. Complètement. Ouais. C'est sûr que mettre un métal sur une montre, changer de style de bracelet, ça change complètement. C'est intéressant quand on se lasse même d'une montre de changer de type de bracelet, ça permet de redonner de l'intérêt à la montre. Non mais voilà, très cool ces bracelets. Puis il y a le Milanais aussi comme ça. Ouais, et le Milanais qui va super bien, qui a un peu plus de reste du coup. Oui, qui renforce, qui redonne, qui participe au côté. Alors c'est marrant, mais ça c'est plus côté industriel, ça me fait penser à ça, ça renforce le côté. C'est vrai qu'on a beaucoup celui-là sur nos montres. Mais le Milanais va super bien notamment sur la Billie et la Scarlett. Alors que celui-là, je le verrais plus sur les Tuxedo, tu vois. Oui, et sur les Tuxedo, ça va super bien. Et le reverse Tuxedo aussi. Et sur la la Vesper, c'est une tuerie. Ah ouais? Ah ouais, j'avais kiff. C'est aussi des pompes flash. Oui, exactement. Bien sûr. Ouais, donc ça, c'est top. Bon, on va pouvoir parler du prix. Et puis aussi peut-être revenir sur les dates du Kickstarter et de livraison. Ouais, donc du coup, là, donc on a un Kickstarter qui a commencé donc, le 9 novembre jusqu'au 23. Et donc, on est le prix Early Bird, donc c'est pour les premiers backers qui investissent. Il y a plusieurs stades, c'est ça, dans le Kickstarter? Il y en a deux. Donc, le premier, pour les 50 premiers, la montre est à 599 €. Ouais, est-ce qu'on trouve pour le travail qu'il y a sur la montre et le mouvement automatique, etc., les cadrans fait main, etc. Parce qu'en plus, c'est pas parce qu'il est plus petit qu'il coûte moins cher que le SW200. Moi, je pensais même l'inverse, vu le peu de volume. Et en plus de ça, pour les 50 premiers, donc la montre est à 599 avec l'écran et un bracelet métal offert. Ah oui. Et bracelet métal, ça coûte un certain prix. Ouais, tout à fait. Je te confirme. Donc, et à partir de la 51e, la montre passe à 699. Okay. Et sachant qu'on aura un prix public après. Parce qu'elle sera disponible après. Ouais, exactement.
Donc, sauf la Movember, Oui, qui est en édition limitée, du coup, limitée au Kickstarter. Mais après, le Kickstarter, les gens pourront toujours la trouver en précommande sur notre site. Mais après, le prix public passe à 899. Mais ce qui est honnête quand même, parce que des montres avec des mouvements suisses, à part des Soprop, mais c'est rare de les trouver à moins de 1000 € maintenant. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, avec des cadres en fait main et tout. Ouais. Puis une originalité design, parce que ça, c'est pas un design que vous avez pompé en Chine et que vous avez réutilisé, quoi. Bon, pas du tout. C'est vraiment un design original. Et ça, les gens, ils se rendent pas trop compte des fois. Ça pas parce qu'une montre, des fois, elle est très jolie, mais oui, mais des fois, c'est un boîtier générique, en fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment de l'original, donc forcément, ça a des coûts. Puis vous êtes 5 en France. Ouais, en France, tout est conçu pour nous. Il y a rien qu'on a acheté sur catalogue, que ce soit le bracelet, les lunettes, la carrure, la couronne, tout est un développement spécifique. Les aiguilles aussi. Ah ouais. Tout est un développement spécifique. Donc le prix est top. Donc, même en final hors Kickstarter, je trouve que c'est bien. Oui, et c'était vraiment aussi un des critères moins de 1000 € qu'on voulait. Ouais, exactement. On voulait moins de 1000 € et idéalement en dessous des 900. C'est un peu le créneau des micro-marques. 500 000 €. Ouais, tout à fait. C'est compliqué après de se frotter à des grosses marques. C'est pas le même budget de marketing et tout ça. Donc, tout à fait. Et puis l'idée c'est aussi, je pense comme beaucoup de micro-marques où on a un peu la même philosophie, c'est-à-dire qu'on aimerait aussi pouvoir s'acheter nos montres. Tout à fait. C'est mieux. Tu vois, on aurait trouvé bizarre de mettre une montre à 3000 €, sachant qu'on pouvait même pas se l'offrir si on n'avait pas designé ou porté le prototype. Donc c'est pas trop la philosophie, justement au contraire. Et c'est pour ça que le gouffre aussi est en train de se créer entre les micro-marques et les marques un peu plus établies. Puis elles en profitent, les marques établies en ce moment, l'inflation. J'ai l'impression que ça prend 500 € tous les semestres. Donc voilà, on voulait rester dans un prix contenu pour pouvoir proposer à tous ceux qui le souhaitent des choses différentes, mais à des prix où on peut se le permettre, quoi. Ouais, c'est bien. Ah oui, on va peut-être parler du packaging aussi. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est notre écrin. C'est l'écrin qu'on a choisi. Et donc, c'est une boîte Toyo, made in Japan. Qui en fait c'est du métal. Exactement. Je crois que c'était du plastique. Non, c'est du métal. Et en fait, c'est sur le design des anciennes boîtes de rations militaires. Et on voulait, en fait, le critère, c'est pareil, c'est qu'on voulait quelque chose d'original, c'est un peu notre créneau, et surtout qualitatif et réutilisable. Et donc, en fait, ça, c'est une boîte. Donc, ça viendra avec une mousse sur laquelle elle sera posée la montre, etc. Et en fait, l'idée, c'est que derrière, on enlève la mousse et la boîte, en fait, tu la réutilises. Donc, tu peux la réutiliser comme écrin de voyage. C'est-à-dire qu'il ne va rien lui arriver. Il ne va rien arriver au monde qui seront à l'intérieur. Mais ça peut aussi servir de fourre-tout, de boîte de rangement pour certains trucs. C'est vraiment. Le poids que ça. C'est vraiment costaud. Ah oui, on voit que ça a son poids, on voit que c'est costaud, c'est très très rigide. Exactement. Et c'est quelque chose qui sera durable et réutilisable pendant un paquet d'années. Et donc là, on voit des pompes aussi. Alors, c'est des pompes. Elles sont costauds, les pompes, hein. Ouais, les pompes, elles sont costauds. Ceux qui ont peur des fois de mettre des pompes flash, franchement. Non, moi, je vois pas là où est le problème. Il n'y a pas de souci à se faire avec. Très sympa cette boîte, costaud. Tout à fait. Bonne idée. Voilà. Merci. Et puis alors ça, c'est juste en dessous. Ouais, ce sera l'étiquette. Alors j'imagine que du coup, avec, il y aura des papiers de garantie. Oui, bien sûr, à l'intérieur sera glissé les papiers de garantie. Ça rentre dedans. Un petit mot doux. Ça va rentrer dedans. Tout va rentrer dedans. Moi, je t'avoue qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les papiers traînent. Ah ouais, non. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir. Parce que le problème, c'est que certes, tu as une boîte des fois qui est très jolie, et le truc, c'est que tu as le papier dessus et tu n'arrives pas à la mettre dans la boîte. Exactement. Ce qui fait que tu es obligé de le mettre ailleurs. Non, là, tout va rentrer là-dessus. L'idée, c'est que, en fait, même. Ça pourrait, on le fera pas, mais on pourrait envoyer la montre là-dedans quand un cerclage est terminé. Oui, vous allez mettre quelque chose par-dessus, mais bien sûr, on va sécuriser un peu le truc pour que la boîte arrive impec. Mais tout sera dedans, la montre, les papiers. Le procédé là pour le coloriser, ça résiste bien, non? Ouais, et en plus il y a différentes couleurs disponibles sur cette boîte là. Nous on a fait le choix de ce noir mat qui est très brut. Non, mais ça va bien avec le reste de la montre. Exactement. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais. Je pense que vraiment, j'invite les gens à aller voir quand même le Kickstarter parce que Je les invite aussi. bien détaillé, tout ça. Le On processus, a quelques visuels très détaillés sur le packshot des montres, mais aussi lifestyle. Mais et sur le site aussi, on dévoile un peu aussi le backstage de comment on peint et on typographe les montres. Donc c'est toujours intéressant de voir l'envers du décor aussi. Donc voilà à peu près pour cette montre. Et puis je pense que les gens ont une vision assez globale de la marque, de votre prise et puis du nouveau produit qui est original, qui est très bien fait. C'est le nom de la collection d'ailleurs originale. Ah ouais? Oui. J'avais pas vu le rapprochement. Bon, elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom. Et puis, voilà, j'invite les gens à venir aussi à la soirée de ceux qui sont en tout cas pas trop loin de Bordeaux, mais à la soirée le 22 chez les copains de chez Aurel. C'est toujours des soirées très sympas. Et puis, ils pourront vous rencontrer. Donc, toi tout à fait. et puis mes associés, on sera tous là. Bon, mais c'est chouette. Donc, avec plaisir pour discuter autour d'un petit verre sur les montres. C'était top. Il y a toujours du bon vin aussi. Ouais. Bon, mais écoute, merci de m'avoir reçu en tout cas. Avec plaisir. Moi, je suis très heureux de les avoir découvertes parce que j'ai pas pu venir hier soir à la soirée de lancement, mais je suis très content d'avoir pu voir ces montres aujourd'hui. Ça change, c'est nouveau dans le paysage horloger, c'est qualitatif, c'est inventé, c'est conçu en France, c'est réalisé en France pour certaines pièces. Donc, puis les composants sont de qualité, donc c'est chouette. C'était vraiment le brief de la marque. Voilà, c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde. À bientôt.